Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. Vous le savez, cette émission, c'est le format où on se retrouve à deux sur un canapé, parfois sur un lit. Et avant de faire du sexe très très chaud et très érotique, nous allons parler de bande dessinée. C'est un peu une forme de préliminaire pour nous. Voilà, vous savez tout. Et cette intro est absolument incroyable. Corentin, j'espère que tu assumes les propos. Tu veux la refaire ou... Non, pas du tout. Moi, je l'assume très bien. Bah, tant mieux pour toi, Arnaud. Tu vas bien? Oui. Et toi? Très bien aussi. Également, on a quand même quelques petites BD là en ce moment. On profite pas d'avoir forcément plus de temps, mais peut-être de s'être un petit peu mieux organisé après, notamment notre Q&A des 3 ans pour se remettre en forme dans les back issues. Vous en proposez, vous parlez de bandes dessinées qu'on a lues. Elles sont nombreuses, elles ont été particulièrement nombreuses en plus depuis la rentrée. Donc on rattrape tout petit à petit notre retard. Le but c'est pas d'être exhaustif, mais de parler de titres qu'on a envie de vous recommander ou en tout cas sur lesquels on avait un petit peu envie de discuter. Et donc dans ce numéro, par contre, on va commencer peut-être par le plus court. On va commencer par un truc mainstream de super-héros mainstream chez Urban Comics. De qui peut-on bien parler? Quel est le super-héros mainstream qui sort chez Urban Comics, Corentin? Eh ben, c'est évidemment, cherchons une connerie à dire, le Condiment King. Exactement. Voilà. Donc, quand l'histoire, ils ont ramené Grant Morrison pour faire. Alors c'est pas celui-là parce que pour du coup, tu sais, c'est le Kenneth Rocafort. C'est la collection Condiment King Chronicles. Oui. Qui récupère toutes les histoires publiées 1968. C'est ça. Incroyable. c'est du vintage. Qui annonce le Dark Age en avance quand même. C'est assez impressionnant quand il passe à la sauce barbecue dans ses flingues. Personne n'était prêt, tu vois. C'est ça. Puis après, il y a le meurtre de toute sa famille. Franchement, on n'était pas prêt non plus, quoi. Donc, j'ai plus ou moins vu venir, je t'avoue. Mais... Donc oui, mais toi, tu es un expert. Je ne le suis pas. Corentin, on va parler de Batman, bien évidemment. Faut savoir qu'il y a tout un tas de récits qui sont sortis cette année qui s'appellent les Batman One Bad Day. À la base, c'est une collection de one-shot publié chez DC Comics en format single issues, puis après repassé en format hardcover. Et donc Urban Comics a sorti tous les, je crois que maintenant ils sont tous sortis. Donc on savait où ça avait été, notamment avec celui sur le Riddler de Sphinx. C'était très bien. Oui, de Tom King et Mitch Gerads qui avait ouvert le bal cette année. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, il est sorti en septembre. Dans le cadre de la mise en avant de l'auteur Tom Taylor, on a déjà fait le podcast là-dessus, vous l'avez écouté. Mais donc il y a le Batman One Bad Day, Ra's al Ghul, qu'on a aussi abordé. Ouais, je dis trop dans la... Batman One Bad Day, Ra's al Ghul, pour ceux qui n'ont pas un accent. Ra's al Ghul. Bah ouais. Et donc c'est la fin de ce podcast, je vais aller casser la gueule à Corentin, puis on se retrouvera tout de suite après. Il faut qu'on fasse l'amour d'abord, t'as dit. C'est vrai aussi, c'est une façon de... très violent. C'est clair. Comme dans MFK. Voilà. Du coup, on s'y perd quand même. Je sais pas, alors du coup, Arnaud, Tom Taylor, Ivan Rice, Ra's al Ghul, donc The Demon's Head, qui propose pas forcément de montrer la mauvaise journée de Ra's al Ghul, qui lui aurait fait péter un câble, puisqu'en fait ce concept, tu t'aperçois qu'il a quand même pas été forcément ultra respecté dans tous les cas. Non. Notamment, enfin, celui qui était sorti juste avant de Willow Wilson et McKelvey sur Catwoman était vraiment pas du tout dans cette optique-là, tu vois. C'était plus. Il était bien quand même. Il était très. Moi, c'est pas mon préféré, mais il était joliment dessiné en tout cas. Mais donc sur Ra's al Ghul, c'est vraiment une façon de présenter donc le Demon's Head comme une forme d'éco-terroriste en fait, dont le projet est vraiment ancré dans les problématiques actuelles sur le fait que nos sociétés occidentales particulièrement foutent le bordel sur la planète et la condamne à l'extinction, et nous condamne à l'extinction. Et donc pour prévenir tout ça, il faut aller assassiner tout simplement les personnes qui sont réellement responsables, c'est-à-dire les leaders des gouvernements et de grosses entreprises privées qui sont responsables donc des maux de la planète. Et une façon donc de présenter ce combat de façon très compréhensible en fait. C'est alors forcément dire toujours c'est militant, c'est radical, c'est extrême, mal de tuer. Voilà, c'est extrême gauche, mais quand tu le lis et au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même un récit qui arrive à humaniser quelque part le projet de Ra's al Ghul, peut-être la façon la plus raisonnable en fait. Oui, puis effectivement de la part d'un homme qui a vécu tous ces siècles, qui a vu l'apparition de la technologie et ce qu'elle avait de destructeur pour l'environnement, pour la planète, pour même le règne animal, puisque alors Tom Taylor c'est aussi un grand bluffeur à mon sens. En fait, il sait exactement comment régaler le lecteur. On avait déjà dit ça quand on avait parlé des DCs, ou je sais plus quelle formule j'avais utilisée, mais grosso modo, il sait exactement ce qu'il faut donner au lecteur
pour dire moi genre oh ça c'est bien, là je le reconnais mon petit personnage, là ça c'est lui et tout, comme dans Nightwing où t'as ces dialogues très à cœur ouvert entre Batman et Nightwing, entre Nightwing et Batgirl Et Alfred, ouais. et Alfred. Là il fait la même chose d'une manière détournée, c'est-à-dire qu'en fait il va donner à un chien à Ra's al Ghul et immédiatement en fait tu dis ah ouais, ah bah oui, et il a un petit toutou, effectivement je peux comprendre qu'il a pas envie que son toutou se fasse éliminé par le réchauffement climatique. Et la façon dont il arque son propos, ça a pas toujours été comme ça, hein, Ra's al Ghul. À une époque, c'était plutôt, c'est quand on avait eu la chance de rencontrer Neil Adams. Il nous avait répété ce qu'il avait déjà dit à plusieurs reprises au fil de longues décennies d'interviews. C'était que c'était le James Moriarty de Batman. C'était celui qui voyait Batman comme un détective et comme un esprit similaire au sien. Et son seul regret, c'était de ne pas avoir réussi à convertir Batman à sa cause, mais pour lui, c'était pas un ennemi. C'était juste un obstacle dans le plan que lui, il avait, qui était pour faire le bien, comme dans le film de Nolan, hein. Pour faire le bien, tous les moyens sont bons. Puis ça reste son héritier quand même, il continue de l'appeler l'héritier tout le temps. C'est littéralement le père de son petit-fils. Donc voilà. Et là d'ailleurs, il en joue aussi tout à l'heure dans les rapports familiaux, pareil, tu te sens qu'il est très à l'aise là-dedans. C'était intéressant d'ailleurs dans l'interview que tu avais conduite justement d'avoir son propos par rapport à son fils et comment ça pouvait renseigner de la façon dont lui écrivait les personnages de jeunes héros. Parce que là, Damian a un rôle évidemment à jouer, puisque en tant que dernier né de cette génération, il va être le plus impacté par l'effondrement climatique, par la chute des écosystèmes, l'éventuelle chute de la société qui en découlera. Et donc là, oui, on met en fait entre les mains de Ra's al Ghul un plan qui est pour le bien de l'humanité, mais qui implique de dégommer des salauds. Et de dégommer des salauds pour ensuite récupérer les entreprises dirigées par ces salauds et les mettre entre les mains de gens que la Ligue des Assassins a formé ou a manipulé dans l'idée d'en faire de prendre ces boîtes, on va dire, Total, par exemple, et imaginons, on tue Patrick Pouyanné, ne faites pas ça chez vous, et on met à sa place un remplaçant, une remplaçante qui aura à cœur de amorcer Total vers une reconversion dans les énergies vertes pour arrêter de polluer, pour foutre la paix au pays d'Afrique, pas construire des pipelines qui vont polluer, donc, c'est un de ces récits qui est toujours un peu compliqué à aborder parce que, comme tu dis, il a évidemment énervé des gens qui ont dit oui mais voilà, Tom Taylor c'est un wokiste et les wokistes sont prêts à tuer les gens qui ne sont pas d'accord avec eux parce que c'est un peu ça dont il est question en fait. Tout le débat moral c'est est-ce que tuer c'est bien ou mal, enfin tuer c'est bien ou pas bien, parce que tout le reste en vrai c'est qu'on ne peut pas ne pas être d'accord avec son plan. Après dans cette thématique, je veux dire, ça a déjà été fait sur d'autres personnages où en fait t'as toujours ce côté aussi sur la fibre un peu éco-terroriste où tu comprends toujours légitimement en fait les actions qui veulent être menées, sachant que je veux dire à partir de Poison Ivy en fait dans Gotham, dans Batman The Animated Series où elle a des projets pour se venger de personnes qui font du mal aux plantes et Batman est sur le fond, il est d'accord, c'est juste que sur la forme il lui dit mais par contre tu peux pas tuer. Et oui c'est ça. donc c'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau non plus et ça a pas grand chose à voir avec. Ce qui est nouveau, c'est qu'on voit les choses par ses yeux à lui. Ouais, mais changer. Juste dans le fait que c'est pas une question de wokisme ou pas, c'est toujours des choses qui sont présentes depuis plusieurs décennies. Moi, je te répète ce que j'ai vu sur les message boards, comme d'habitude. Oui, mais alors les message boards ou sur lesquels tu traînes, faut. Non, mais c'est intéressant justement de voir à quel point en fait il suffit de dire je veux sauver le monde et je suis prêt à tuer Jeff Bezos pour ça, pour que d'un seul coup les gens se mettent à dire voilà, moi je veux pas qu'on sauve le monde si ça implique de tuer Jeff Bezos, ce qui est un peu genre la ligne de défense, genre. Tu sais, je peux tolérer le wokisme, mais je mets une ligne au fait de tuer Jeff Bezos, c'est toujours assez rigolo. Donc il faut pas le tuer, il faut juste lui retirer son entreprise, il fera plus grand chose après. Ouais, on peut le tuer quand même, mais non, non toujours pas. Mais là en l'occurrence c'est marrant parce que ça ressemble vachement à ce qu'avait fait justement Brian Azzarello et Lee Bermero sur Lex Luthor, et particulièrement sur Luthor où on arrivait enfin à comprendre que derrière tout ce côté vilain, un peu marionnette, tu vois, c'est qui sert à animer un dessin, un propos, etc. Il y a vraiment un être humain et c'est effectivement compliqué de ne pas se mettre à sa place. Lui qui justement a vécu à travers les siècles en essayant de manipuler l'humanité pour qu'elle évite de sombrer dans le chaos. Là, il est aux portes d'un truc qui est inarrêtable et il essaie de faire de son mieux pour que ça n'arrive pas. Et du coup, la figure de Batman paraît très archaïque en fait dans ce portrait-là. Je trouve qu'en fait à aucun moment, par contre, c'est pour moi pas un défaut, mais c'est là que Taylor en fait montre sa limite. C'est qu'en fait on voit très bien qu'il est d'accord avec le plan de Ra's al Ghul. Et en fait, Batman passe pour... Et il lui dit d'ailleurs, il dit, t'es un obstiné. Réac, ouais, c'est voilà, ça, il lui dit, t'es un obstiné, je vais jamais réussir à te convertir. Je le sais très bien. Pas réac, mais j'ai renoncé à ça, tu vois. Bah c'est ça, mais c'est la position dans laquelle... Enfin, et Batman, quand tu le dépeins, quand tu lui associes une idéologie un petit peu droite ou conservatrice, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est pour le statu quo aussi.
Et le statu quo, en tout cas, son statu quo, c'est moi qui dicte qui a le droit de faire et qui a pas le droit de faire. C'est là d'ailleurs que ça me fait toujours marrer quand t'as des mecs qui disent ouais non mais faut arrêter avec Watchmen, on a réussi à le dépasser depuis longtemps, etc. Enfin, c'est exactement la configuration Hibou et Rorschach face à Ozymandias où il leur dit votre seule réussite aura été de ne pas réussir à m'empêcher de sauver le monde. Et non, en fait c'est littéralement ça. C'est que Ra's al Ghul doit juste incapaciter Batman le temps de sauver le monde. Et ce qui fait que l'album, pour moi, a une couleur qui est très intéressante et qui fonctionne très bien dans l'exercice de faire du One Bad Day. Beaucoup mieux que le Pingouin, par exemple, pour moi, qui est peut-être et le Bane aussi, qui était pas bien. Qui était voilà l'idée de enfin donner la parole à ces mecs-là et de se dire, essayons de voir plus loin que c'est les antagonistes. Peut-être qu'ils ont un truc intéressant à raconter. Et là, ce qui est à raconter, très intéressant, effectivement. Et tu sens l'angoisse climatique, justement, d'un mec comme Taylor. Tu sens qui vit en Australie aussi, donc je pense que les deux derniers étés, il les a pas super bien vécus, quoi. Ouais, c'est sûr, sans déconner. Tu sens justement voilà la proximité en fait d'un danger réel qui est en train de faire bouger notre convention très manichéenne de voir le bien et le mal comme parce que dans les comics sont très manichéens, je veux dire t'as l'avatar de la justice, t'as l'avatar de la vilainie et ils se tapent dessus. Là, on arrive enfin à dépasser ce clivage-là. Alors la réponse qui est proposée, elle est intéressante, mais ça reste un petit roman graphique. Qui est très bien illustré, qui est très bien rythmé, qui est un super travail, et on voit toute la maturité que Taylor il a acquis au fil de ces années chez DC. Pour moi, ça appellerait limite en fait à une place plus grande laissée à ces personnages-là en fait dans l'avenir. Un peu comme la série Harley Quinn, où objectivement elle fait des trucs de méchante dans la série. Mais la façon dont c'est raconté en fait te dit simplement à toi consommateur de super-héros en 2023 que peut-être qu'il est un peu trop tard pour commencer à voir le monde autrement qu'en nuances de gris et qu'en fait voilà la proposition de base que vend DC Comics qui est une multinationale qui peut pas se permettre de dire objectivement massacrons les républicains, massacrons les pollueurs, massacrons machin, etc. En fait oui cette position là elle est un peu dépassée quoi. C'est aujourd'hui il faut justement des histoires plus complexes, il faut des histoires plus nuancées. C'est qu'une première étape à mon sens, mais c'est une bonne première étape et c'est vraiment agréable de voir justement un mec qui avait ce côté un peu humour noir, un peu sale gamin qui détruit l'univers, etc. au début de sa carrière, arriver à ce stade où en fait c'est le premier à te dire effectivement la façon dont on comprend les super-héros aujourd'hui, il faut passer à autre chose, il faut passer à un autre postulat, à un autre paradigme. Moi j'aurais été assez intéressé par exemple si dans l'histoire Batman finalement décidait de baisser la garde et dire ok bon cette fois, uniquement cette fois, je vais te laisser faire. Et d'avoir vraiment ce côté un peu hors continuité que tu pourrais attribuer à cette collection de un peu à la Killing Joke où à la fin en fait Batman tombe le masque et dit à Joker bon écoute j'ai pas envie de te péter la gueule, viens on discute, viens on trouve une solution parce que là ce qu'on fait c'est juste un truc qui est commandé par un éditeur mais en fait toi et moi on est des humains et à force on va finir par s'entretuer. Et tu vois j'aurais bien aimé qu'il y ait ce truc là, c'est mon seul reproche, mais à mon avis encore une fois ça participe d'un chemin de pensée qui est là pour en fait amener de nouveaux sujets sur la table, de nouvelles façons de raconter des histoires et l'affrontement des super-héros et des super-vilains sur la table. Donc franchement très bonne lecture, j'ai bien kiffé. C'est peut-être l'un des meilleurs One Bad Day avec le Riddler selon moi. Ouais, franchement sûrement, surtout que Ivan Reis fait vraiment un travail. Sinon c'est quelqu'un qui a toujours été très fort dans le mainstream chez DC. Vous avez l'interview si vous l'avez écouté en anglais qui est assez communicative, je dirais, sur la passion réelle qu'il a pour ses personnages. C'est vraiment un truc qu'il kiffe, dessiner tous ces personnages, raconter ces histoires-là. Et ouais, t'as quand même son trait qui permet à Ra's al Ghul d'avoir une sorte de grandeur que tu lui as pas souvent vu non plus. Tu vois. Après, il a toujours été classe, Ra's al Ghul. Il a été classe, mais t'as pas ce côté. Là, c'est dessiné par un des meilleurs du mainstream. Ouais, c'est sûr. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Tu vois, pour moi, le mec favori, tempe grise, torse-poil sous la neige avec un sabre, c'est forcément classe, tu vois. Ouais. non, c'est vrai que ça participe aussi au côté hyper agréable de la lecture. Donc c'est les One Bad Day, ils ont été un peu boudés par certains lecteurs dans le côté que c'est 15 € pour seulement 72 pages, sachant que c'est le même tarif que Killing Joke. Est-ce qu'il y avait beaucoup plus de pages que ça dans le Joker de Zarello Bermero? Il faudrait que je vérifie. J'ai pas la donnée, mais je dis juste que vu qu'il continue en fait à faire ce genre de tarification l'année prochaine, mais notamment tu sais pour le Vicious Circle de Lee Bermero, mais qui sera en grand format, je pense que l'ensemble de ces One Bad Day aurait mérité d'avoir un format un peu plus grand, parce qu'ils sont quand même un petit peu petits en main. Je suis d'accord. Qui vraiment ça aurait permis de faire passer la pilule, parce que pour le coup c'est fort aussi, c'est pas parce que c'est long que c'est bon, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est parfois en fait savoir raconter une histoire, avoir un propos et juste aller de A à B dans un format aussi limité, c'est extrêmement difficile.
si vous écoutez les Super Friends, vous le savez, hein, toujours que les auteurs parfois ils ont plus de mal à se dire que en une trentaine de pages, une cinquantaine de pages, c'est quand même plus compliqué parce que justement t'as moins d'espace, donc tu dois aller à l'essentiel. Je pense que là l'exercice il est vraiment très bien réalisé et que ça participe voilà à ce format-là et que t'aurais pas besoin d'avoir 50 pages de plus de Ra's al Ghul qui ferait des diatribes sur les corporations dégueulasses pour qu'on comprenne en fait pourquoi il agit comme ça. Ouais. Moi, je trouve ça très bien rythmé. Enfin, y a pas de gras, y a pas de faute de rythme. Puis voilà, de toute façon, les one-baded personnes, enfin, c'est pas forcément un truc, il faut tous les prendre, hein. Franchement, vous prenez le Riddler et le Ra's al Ghul, je pense que c'est déjà bien, tu vois. Enfin. Oui, mais après, moi, c'est toujours pareil. Je n'ai plus envie forcément de parler de taille parce qu'à chaque fois que je fais ça, ça te rappelle des douloureux souvenirs. Les urban nomades, tu vois, il y a des gens qui apprécient et tout. Il parle vraiment comme ça quand le micro est coupé, faut savoir, hein. Si vous voyez Arnaud en vrai, il a un feu sur la langue. Ça, c'est pas gentil. T'étais gentil, toi? On se moque pas des gens qui ont un cheveu sur la langue. Tu te moques de mon chat qui est handicapé. Faut savoir, Arnaud est validiste aussi, hein. Ce qui est bizarre pour un mec qui a un handicap vocal, donc bref, voilà. Parce que ton chat pisse partout, j'ai peur. À mon sens, encore une fois, oui, la solution la plus intelligente pour compenser un faible nombre de pages, c'est de soigner un peu l'édition. Et j'ai toujours, en fait, même, tu vois, j'ai envie de dire que les albums sont trop petits à l'heure actuelle en général, tu vois, même le Graffiti's Wall de RK et V. Moi, j'aurais bien aimé l'avoir en plus grande taille et tout. Mais je ne parlerai plus de format. Chacun son truc, tout ça. Ok, c'est ça, restons sur ton chat qui pisse partout et sur lequel tu te caches derrière cet argument de validisme vraiment de façon assez honteuse. Vous avez du coup la preuve en direct qu'il se moque des handicapés. Non, je m'abuse de ton chat. Tu viens de le faire, là. C'est littéralement ce que tu viens de faire. Juste de ton chat. Et il faut savoir quand Arnaud il voit un homme en béquille dans le métro, il rigole. Il le pointe du doigt, il fait regardez-le, il est ridicule. C'est marrant quand c'est toujours un peu gênant de sortir avec lui d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça qu'on sort pas ensemble. C'est vil. Donc, c'est quand même vil de faire passer tout ça. C'est pas de sa faute, il est en béquille, Arnaud. Espèce d'idiot. Corentin, on continue. Du côté de la production franco-belge, vous le savez, sur First Print, on n'est pas sectaire. On parle aussi de BD qui ne viennent pas des États-Unis parce que on kiffe ça, tout simplement. On passe du côté du label 119. On avait parlé de Slum Kids la dernière fois. L'autre grosse sortie de cet automne, c'était MFK2 tome 2. La suite, donc, du second arc de la saga Mutafuka's de Run, donc c'est entièrement écrit, illustré, coloré, tout ça, c'est tout ancré, lettré. Oui, lettré en fait, aussi. Oui, je crois, oui. C'est tout fait par Run, donc Dark Vegas. C'est donc l'intitulé de ce tome. C'est donc on avait suivi dans le premier Vince et Angelino qui devait fuir la ville de Dark Mid City puisque justement Angelino en fait avait été détecté par le gouvernement américain à la suite d'une attaque de son restaurant de sushi qui avait été extrêmement violente et il a donc été identifié comme étant un macho. Donc lui, par contre, sachant que vu que l'ambiance est c'est une race alien, hein, pour ceux qui c'est pas juste oui, un macho, genre il met des cul des meufs et tout, non, c'est oui, les machos c'est des extraterrestres qui ont tenté de prendre le contrôle de la Terre dans le premier arc. Dans MFK1, ouais. Et qui sont toujours d'ailleurs a priori en train de vouloir le faire de ce qu'on comprenait du tome 1. Puisqu'ils sont toujours placés sur la face cachée de la Lune. Donc les deux se barrent de Dark Mid City, ils passent reprendre Willy en passant, qui était devenu le gourou d'une secte de gens qui vivent à poil et blindés de Kalachnikov ou de fusils à air, je sais pas quoi, je sais plus quels sont les fusils standards aux États-Unis, pour aller donc couler des jours heureux à Dark Vegas, donc la version de Las Vegas de cet univers, en se disant on va aller là-bas le temps que tout se soit un petit peu tassé, couler des jours heureux, enfin plus ou moins heureux, mais arriver sur place, donc il y a un petit peu de festivité, puis il va se passer quelque chose et ça va partir en grosse cacahuète. Cacahuète. Complètement. T'as déjà fait l'interview du coup toi pour ce tome-là? Bah oui, j'en ai fait 3. Okay. J'ai fait 3 podcasts dessus. Vas-y, je t'écoute. Bah non, c'est d'accord. Du coup, c'est pour ça que c'est. Alors c'est bien, c'est un très bon tome, très rythmé, beaucoup plus d'action que dans le premier volet, dans le premier tome. Une façon assez différente de concevoir le rythme aussi. C'est clairement pour moi une trilogie qui s'intéresse beaucoup plus à Vince qu'à Lino qui était plutôt le héros du premier tome. Et encore une fois, on va pas y revenir sur le fait que ce qui se passe dans Muta 86 peut-être renseigne un petit peu l'état d'esprit de Run par rapport
cette relation, cette amitié qu'il entretient quand même depuis très très longtemps maintenant. On est toujours un peu dans un truc qui est un concentré de pop culture, qui va digérer énormément de choses. Moi, n'étant pas un grand joueur de jeux vidéo, les seuls trucs que je peux éventuellement reconnaître, ce serait du Rainbow Six, évidemment. Le truc, je crois qu'il y a une référence à Streets of Rage à un moment donné avec un punk de dos qui ressemble vachement au signal de Streets of Rage. Beaucoup de scènes de combat, beaucoup de scènes d'action. Et cette variété dans les styles et dans les tons qui est toujours assez extraordinaire. Enfin, on sent quand même que Run, c'est un mec qui, justement, aime bien les scènes d'action parce que ça permet de faire vraiment beaucoup d'effets. T'as ce moment où Mackenzie, par exemple, qui est l'espèce de meuf badass qui est sur la couverture, de toute façon. Elle arrive, et là, il fait disparaître tous les plans à l'arrière pour avoir juste du blanc et une meuf qui défouraille des gueules sur un fond blanc. À d'autres moments, pour passer d'une scène qui va être très moderne à un environnement qui évoque plutôt un truc de pirate, d'aventure, il va passer à des points de Liechtenstein pour faire un effet un peu vieux comics ici et tout. Vintage. Voilà, et même là, il va te mettre une case de narration qui va ressembler un peu au conte du vaisseau noir de Watchmen. T'as aussi beaucoup de références à la culture internet. Ça, c'est un truc qui, je pense que Run, c'est un mec qui est un peu trop accro au doomscroll sur Twitter, ou limite qui lance des recherches avec des mots pour voir ce que les gens pensent sur le moment. T'as des références à des mèmes, notamment le fameux mème qui avait beaucoup tourné, qui avait été repris dans tous les sens, d'un mec qui se retourne sur une nana qui est plus jolie que sa copine qui fait la gueule, et là en fait il l'inverse avec Vince qui du coup bizarrement passe pour un BG à Dark Vegas avec sa coupe de cheveux qui est juste des flammes en fait. Ça d'ailleurs c'est toujours un peu absurde, il y a toujours un peu ce côté, cette espèce d'incohérence de gamin dans Mutafuka, c'est que le héros c'est un petit alien à tête noire toujours vénère qui a des cheveux maintenant, un hybride, et son meilleur pote c'est un humain techniquement, parce qu'en fait on voit qu'il peut prendre des coups de soleil, donc il a de la peau, mais c'est un squelette, et il enlève sa mâchoire comme un squelette, donc c'est toujours un peu bizarre. Et là c'est pareil, t'as encore la t'as une putain de chauve-souris quoi. Oui. Là t'as encore un peu le truc de est-ce qu'il peut aller dans l'eau ou pas, si sa flamme s'éteint, est-ce qu'il meurt ou pas et tout. On apprend beaucoup plus de choses sur leur enfance à tous les deux. On voit qu'en fait Vince aussi il abrite un secret, c'est pas juste normal qu'un mec avec des cheveux en feu soit comme ça sur terre, comme si de rien n'était. Alors bon, c'est déjà un peu évoqué avant, mais... On avait déjà eu le flashback de l'origine, en fait, de son apparence dans le premier tome. Là, on découvre quand même quelque chose de plus sur sa personnalité, et sur quelque chose d'assez traumatisant qui lui est arrivé. Voilà, c'est ça. Il y a le traumatisme, il y a sa relation à Lino aussi, parce qu'on voit quand même que Lino, à mesure que la saga progresse, commence à embrasser un peu plus son côté macho, justement, son côté bestial. Il a de moins en moins de difficultés à tuer. Un respect pour la vie humaine qui est en train un peu de s'étioler, et on voit que ça fout un peu les chocottes à Vince, justement, qui lui, malgré ce truc-là, en fait, a jamais été l'homme fort des deux. En fait, ça a toujours été Lino qui était le plus courageux et tout. C'est toujours assez touchant d'ailleurs de voir cette relation quand même qui est en construction depuis autant d'années. Alors oui, voilà, au niveau pop culture, il y a aussi toute cette espèce de parenthèse, de parabole sur le monde de la MMA. Comme il y avait le catch avant, maintenant il y a la MMA, avec une espèce de personnage qui ressemble à la fois à Zangief et à Conor McGregor. Zangief McGregor, on va l'appeler. Il y a un super combat de MMA d'ailleurs où le mec fait un vrai armbar et tout. Enfin, c'est assez stylé. Cette méchante qui, pareil, fait vraiment très jeu vidéo, limite très, très japanime, je trouve. Avec cette scène horrible où elle est avec un de ses soldats, avec un go de ceinture, on n'en dira pas plus. Ouais. Et tous ces espèces, enfin, comment dirais-je? C'est un concentré tellement de trucs, en fait. Toutes les influences que lui il met dedans, le cinéma de genre, voilà, il y a des clins d'œil à Romero qui sont assez évidents, les coups de machette dans le crâne et tout, le côté, regardez les zombies, quand ils regardent devant des boutiques, ils sont un peu apathis parce que justement, en fait, c'est une allégorie de la consommation, le zombie. Tous ces espèces de clins d'œil à la culture Twitter avec des trucs qu'on dirait vraiment sortis d'un vrai débat de société qui aura lieu en ce moment. Genre, fake news, QAnon, c'est du fake, les morts à Las Vegas et tout. Des grosses scènes de bombardement et généralement un sentiment d'urgence et un peu de fin de série. Enfin, je trouve que ça commence un peu à sentir, la couverture de Doom aussi qui est reproduite. Très explicite. Voilà, très explicite. Un sentiment de fin du monde et d'urgence, en fait, enfin, je me demande à quel point, si, effectivement, Run a prévu de terminer Mutafukaz dans le prochain tome et de s'arrêter là, à quel point on se prépare à un bain de sang ou à un renversement de perspective qui va être assez paralysant, parce que là, je trouve, en fait, il y a un décalage ironique entre ce que le lecteur sait de Lino, ce que lui ne sait pas encore. L'impression, pareil, que la relation entre Vince et Lino, elle peut être fragile parce que, justement, on a vu d'autres trucs avant. Et ça sent un peu l'envie de foutre le feu à tout et de terminer le bordel, tu vois.
Donc c'est à la fois très très bien, c'est très divertissant. Je vois très bien ce qu'il voulait dire par rapport au film de Snyder qui se passe à Vegas là avec les zombies et tout, parce que bon, évidemment là, ça craint il y a des petites ressemblances mais qui sont mécaniquement involontaires, qui sont fortuites. Même ça, tu vois, genre le design de l'avion avec la gueule du truc, le boom, le name tag sur le truc, toujours ce côté ultra généreux et ultra punk. Et c'est vrai que là je trouve qu'on retrouve un peu plus le côté frénétique de Run, qui en fait s'amuse beaucoup plus dans les variations sur l'action, au niveau du découpage, au niveau des effets de bombe, au niveau des effets de sang, etc. Même, tu vois, je parlais tout à l'heure du moment où ils sortent de l'hôtel et où il remet les petites têtes en chibi, en noir et blanc, comme il faisait au début de Muta. Enfin, c'est super généreux, c'est pareil, toujours aussi bien rythmé. C'est vraiment une longue séquence d'action, par contre, hein, une fois que l'introduction est passée. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, dans la trajectoire, c'est, en fait, pour qui a vu, c'est vrai que on va pas tous, enfin on raconte pas tout ce qui se passe dedans, mais vous avez compris qu'il y a quand même une forme de thématique avec comme une forme d'attaque de zombies, on dira parce que plus, mais il faut comprendre que c'est dedans, parce que sinon c'est quand même difficile de parler de l'album si on n'évoque pas cet aspect. Mais justement, quand t'es fan de, c'est vrai qu'ils sont un peu sur la couverture, sur la couverture, tu comprends un petit peu, ouais, c'est vrai que la couverture t'indique un petit peu ce qui se passe, mais si t'es habitué des films de zombies, c'est toujours que t'as toujours vraiment la situation d'exposition très calme, que t'as vraiment cette construction avec le petit point d'accroche où tu captes qu'il se passe quelque chose de bizarre, où c'est d'ailleurs un des personnages qui le remarque dans la rue, et à partir de là, généralement, ça va effectivement crescendo, sauf que souvent, t'as plus un passage où les gens comprennent vraiment qu'ils sont en train d'être face à des infectés, et après seulement t'as la riposte. Là, en fait, ces deux phases sont presque un petit peu liées, et surtout que c'est vraiment, c'est pas un tiers, quoi, c'est je sais pas, t'as un quart d'exposition, et puis après t'as trois quarts où ça devient de plus en plus frénétique, de plus en plus dans l'action, de plus en plus violent, jusqu'à vraiment effectivement avoir si tu veux, une échelle de grandeur de l'action qui prend des proportions complètement hallucinantes. Et d'ailleurs, t'as une séquence sur la fin découpée sur 4 doubles pages que moi je trouve absolument géniale. En fait, juste en termes de l'avoir imaginé, dessiné, elle est hyper forte. Et pareil sur la toute conclusion qui permet aussi en fait de réaborder des thématiques que tu avais vues dans le premier tome et qui du coup vont très certainement réapparaître là-dedans, puisque c'est toujours la thématique aussi de la saga, de parler, ça vous savez en écoutant les interviews, donc de parler de polarisation, où là justement en fait et de chaos, en fait, surtout du chaos ambiant, et quelque part le chaos qui est en train de se manifester dans ce tome-là, il est complètement une forme d'image du chaos que tu as du monde que tu mets les pieds sur internet. Tu vois, c'est comme quand le moment où South Park est passé dans l'ère Trump et où en fait ça a cessé d'être une satire pour juste être un commentaire sur le présent. Dans Muta, et c'est particulièrement soutenu par tout ce dialogue avec les réseaux sociaux, t'as vraiment en fait l'impression d'un mec qui écrit au milieu des ruines et qui essaie de faire sens, ou justement non, de constater. Tu vois, il y a même, enfin genre, il a inventé un Trump qui lui sert littéralement de projection par le Archie, et qui est littéralement un Trump qui arrive dans un monde post-Obama, puisque dans ce monde-là, c'est Oprah Washington qui dirige le pays. Pareil, c'est une espèce de surjeu entre la caricature, parce que Oprah Washington, forcément, ça te penser à Oprah, ça te penser à George Washington, etc. Enfin, la satire est assez évidente. Et en même temps, ça devient un truc très sérieux et très noir dès l'instant où, en fait, il le raccroche au réel. Et où il double down, pareil, sur les Quanon. Et où, en fait, t'as l'impression vraiment d'être dans le monde de Muta, au présent, avec un peu moins de zombies, avec un peu moins de Zangief, etc. Mais c'est peut-être ce qui participe à ce sentiment d'urgence et de côté crépusculaire, c'est que t'as l'impression qu'en fait Run lui-même a tellement de trucs à dire sur justement l'état dans lequel on se trouve actuellement qu'il préfère en fait juste faire 2 tiers d'album où ça va juste défourailler comme une sorte de gros coup de colère un peu exubérant et tout, que plutôt justement que de faire un album social où il ferait que énumérer des trucs satiriques. Non, parce qu'il a toujours dit de toute façon que Mutafuka c'était aussi, enfin que c'est d'abord du divertissement avant d'avoir un pro, mais parce que enfin là quand même là il y a un propos, c'est en même temps quand tu fais de pas bien sûr, mais quand tu fais 200 pages de BD, c'est impossible de faire quelque chose qui serait complètement vide de sens, tu vois, et tu le vois dans les interactions aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses où tu vois Vincelino qui discute même par rapport à des trucs peut-être très américains, mais qu'on a retrouvé maintenant aussi en France, sur l'appropriation culturelle, sur justement sur les interactions que tu peux avoir avec les gens, qui soient justement du côté très conservateur, très à droite, ou de l'autre côté aussi, avec donc des gens plus de gauche, très militants, très woke, du coup on va dire, pour le coup c'est quelque chose qui est tout aussi caricatural d'ailleurs. Ouais, mais dans les deux sens, mais parce que ces gens-là, enfin, et toi-même tu le sais, on a eu affaire aussi à des gens comme ça qui étaient prêts à nous faire des réflexions parfois sur des trucs complètement lunaires, et je pense que ça participe en fait de voir quelque chose en fait de l'absence de communication entre les gens et d'une façon de s'antagoniser.
et l'antagonisation qui vient de plus en plus avec les réactions qui sont prises dans tu sais, avec bah justement le gros masculin de la MMA et la petite meuf qui essaie de lui répondre un petit peu en lui sapant son discours. Et au final, le truc, c'est que les faits lui donnent pas forcément raison après parce qu'il y a pas de vérité juste, en fait. Tu vois, il y aura pas, c'est pas manichéen, quoi. C'est pas binaire non plus dans le raisonnement. C'est pour ça que ça reste super intéressant. Et je le trouve même ultra cruel, en fait. Il y a une décision qui est prise sur l'un des personnages, qui est hyper cruelle, à mon sens, vers la fin du tome. On en reparlera hors micro, du coup, si tu vois pas ce que je veux dire. Bon, ça, c'est les codes de films de zombies aussi, hein. Ouais, mais il y a quand même des choses, tu vois, enfin. Même depuis le début de Moutafoukaz, franchement. Oui, non, mais je sais très bien de quoi tu vois. Mais sans vouloir spoiler encore une fois, depuis le début de Mouta, la plupart des gens qui croisent la route des héros, ouais, ils y laissent des plumes. On va dire ça comme ça. C'est l'histoire de Lino, Vince et éventuellement Willy, qui est, je sais pas pourquoi il est greffé au truc d'ailleurs. Mais voilà, c'est leur histoire à eux, et tout ce qui vient autour en général a tendance à se faire un peu, duc. Moi, limite, j'étais plus triste parce qu'il arrive justement à Zangief McGregor, parce que justement, là, je trouve qu'il y a plus de cruauté, dans on va dire mais c'est compliqué sans spoiler, là, du coup. N'en parlons pas. Bref, voilà. Donc, tout ça pour dire, grosso modo, ceci étant, juste un truc, c'est quand même un point de vue ultra américain. C'est les critiques que Ron y fait. Effectivement, elles ont été importées en partie en France. Et le point de vue qu'il donne sur les choses, même si la société française commence à morfer à l'aune des réseaux sociaux et du fait que les frontières ont été abolies. Voilà, déjà morfé de ouf, frère. Hein. Et oui, non mais d'accord, mais là je veux dire, le côté, c'est Las Vegas, déjà, même il fait une référence au fait que Las Vegas s'appelle Dark Vegas. C'est Dark Vegas qui est une espèce de pinacle culturel pour les États-Unis, qui synthétise à la fois la consommation, qui synthétise le loisir, qui synthétise le laisser aller, et qui est aussi un terrain de jeu que les États-Unis aiment beaucoup mettre dans les films de genre, avec tu vois, cette culture des call girls, cette culture de la MMA, parce que c'est aussi, Las Vegas est un des grands lieux de la MMA pour les matchs en pay-per-view et tout. C'est la culture des flingues, c'est la culture du militarisme, de la virilité dans le militarisme, y compris au sein des militaires féminines qui ont un truc à compenser, etc. Enfin, c'est un truc qui est vraiment, pour moi, oui, ça a plus à voir avec South Park et GTA que avec justement un propos plus sur la politique ou le monde à la française, on va dire. Et ça va être pas étonnant. Ron, il a toujours regardé du côté des États-Unis pour construire ses œuvres. On sait que c'est un grand passionné du sujet. Même si, à la fin, effectivement, c'est compliqué de pas se raccrocher au présent par rapport des débats qui ont pu avoir lieu récemment. Donc bref, ça reste toujours aussi bien. Je pense que si j'étais un peu plus geekos, je verrais peut-être des clins d'œil qui là m'ont échappé. Mais voilà, ça c'est merveilleux, ça. Quand il lui fait le armbar en sautant, ça c'est incroyable. Ça, c'est le truc que tu vois vraiment dans l'image de MMA, ça fait très plaisir. Ouais, t'as tout, même, tu sais, la tête de singe de NFT qui revient et qui oui, tout à fait. Incroyablement. Ouais, qui a un vrai propos sur les NFT. Mais il l'avait déjà mis à côté de Patrick Bruel, déjà. Ouais, ça, c'est un des bouts de francisation qu'il met dans le truc. C'est vrai que cette reproduction des mêmes, c'est comme dans le premier tome avec David Goodinoff, tu vois, mais en fait, je pense que c'est vraiment des albums qui sont un peu Où est Charlie? Tu peux t'amuser à essayer de trouver dans le décor un petit clin d'œil, un petit hommage, qui permet après une relecture. Clairement, mais j'aurais plaisir à le relire d'ailleurs, parce que c'est pareil, regarde. Bon, c'est pas le bon exemple, mais la façon dont il va dessiner Lino, voilà, ça. Avec ces espèces de dieux à la Venom, à la Grendel et tout. Enfin, ça, faut que Ron fasse du Venom. Mais voilà, il faut mais ça, justement, bon, encore une fois, sans spoiler, ce qui arrive à Dark Vegas, ça pourrait très bien être un arc de Marvel, façon Venomverse et tout. Et franchement, mais Marvel, mais embauchez-moi ce mec, quoi. Il est beaucoup trop bon pour faire du gluant noir avec des yeux. Après, je suis pas sûr que ça l'intéresse, mais c'est vrai que tu vois très bien l'univers, comment tu pourrais faire une sorte de, tu sais, un one shot comme ça, en fait, en mode vraiment en Marvel Knights ou Marvel Max, en fait, où tu filerais un Venom à Ron qui pourrait te faire une dinguerie. Même là, tu vois, mais en même temps, bon, la dinguerie, on l'a déjà là, parce que c'est ça, même quand oui, c'est vrai qu'il y a aussi des hommages à 86, quelque part, puisqu'il met un casino en forme de bar western assez cool. Enfin bref, voilà, en tout cas c'est très complet, c'est très généreux, c'est vraiment très généreux. Ouais. C'est très dense et ça sent un peu le début de la fin. À voir, ouais. En tout cas, la tome 3, ce sera la conclusion de l'arc 2. Ou d'une fin, en tout cas. Ou de la saga, de toute façon. Après, c'est pas impossible de continuer à développer, de toute façon, avec d'autres spin-offs et tout ça. Mais bon, après, tu peux dire aussi, depuis le temps maintenant que ça existe, peut-être que aussi l'auteur a envie d'en terminer avec cet univers, mais donc voilà, il y avait pas grand doute sur le fait que ce serait bien.
pour le coup, c'est vraiment hyper bien. Je pense que vraiment t'as ton adrénaline qui pulse au maximum sur le dernier tiers en fait, parce que c'est intense, quoi. C'est intense. Et après, c'est vrai que moi j'oublie toujours de forcément de concevoir le rapport à la violence en fait des images. On en parlait dans le podcast sur le Reader 3 aussi, mais il y a quand même des scènes qui sont ultra vénères. Il y a un coup de machette quand même qui est hyper graphique, et je me demande si parfois c'est pas trop pour certaines personnes, enfin de tout englober, parce que t'as ce côté un petit peu cartoon en fait, ou du trait qui fait que ça passe un peu mieux, mais ça reste quand même super énervé. C'est là que la violence contre les humains a quelque chose de plus cruel, comme tu disais, parce que sinon le reste, bon, c'est du machage de zombies, on a l'habitude, on a envie de dire. Non, moi c'est plus l'espèce de descente psychologique de Lino qui commence petit à petit à en fait ne même plus faire la différence entre un ennemi humain ou un ennemi zombifié, etc. C'est qu'il a passé qui clairement te commence à te poser la question de est-ce que lui-même va encore continuer à se voir comme un humain très longtemps, etc. Bon, le mec il a passé sa vie à se faire pourchasser tout le temps. Oui. Mais puis son meilleur pote c'est un squelette en feu, quoi, donc ouais, mais super bien d'ailleurs le flashback, enfin c'est très sombre, quoi, en fait aussi cette scène de flashback, et ce que ça implique derrière quand même de ce qu'il a dû faire et tout là, c'est assez non mais clairement c'est quand même pas le tome le plus joyeux non plus, tu vois. Et puis c'est cool de voir un peu le reste des États-Unis de Muta. Tu vois, c'est encore une fois comme dans GTA, quand tu passes de Liberty City à San Andreas, tu t'aperçois que la culture est pas du tout la même, et qu'en fait t'as ce propos satiriste qui peut en fait s'appliquer à toutes les grandes places fortes des États-Unis, leur histoire chelou et compagnie. Enfin, limite t'aurais envie d'un Mutaverse où il pourrait aller à Miami lui aussi, il pourrait aller à Chicago et tout, et te faire à chaque fois un truc sur les microcultures locales. Est-ce que ça a à la fois de fascinant et de complètement pourri dans la façon dont le capitalisme et la culture de masse et les bizarreries locales ont pu descendre aux enfers, quoi. Ouais, carrément. En tout cas, voilà, donc MFK2, c'est disponible au label 619 chez Rue de Sèvres pour la somme de 18,90, avec des très jolis effets de dorure en plus sur la couverture, qui ont été bien galères à mettre, puisque c'est pas cher. Ça épouse le contour vraiment des dessins et tout ça, les formes, et c'est full dorure derrière avec tous les logos qui sont vraiment dorés, quoi. C'est hyper bien. On continuera de toute façon de suivre la série jusqu'au bout. On vous en reparlera forcément très bientôt d'une façon ou d'une autre. Ensuite, Corentin, on reste dans de la création française. Alors française. Franco-polonaise, effectivement, avec Le Dernier Jour de Howard Phillips Lovecraft, un pavasse qui nous vient de 404 Comics. Vous vous rappelez, c'était en 2021 qu'on en avait eu la nouvelle pour la première fois, dont on en avait parlé sur First Print déjà à l'occasion. Podcast également en ligne avec les auteurs, vous pouvez aller l'écouter, qui est mi-anglais, mi-français pour le coup, donc au pire vous pouvez écouter la moitié, c'est déjà bien, avec l'auteur donc Romuald Giolivo et Jakub Rebelka, qui nous narre, le titre le dit, il n'y a pas de mystère, la dernière journée, ce qu'aurait pu être, ce qu'a peut-être été la dernière journée du célèbre romancier Howard Phillips Lovecraft. Vous le connaissez certainement tous, tellement son œuvre emprunte toute la culture pop fantastique. Aujourd'hui, il n'y a pas un truc qui sorte chaque année où tu peux pas dire ah oui, il y a un petit côté Lovecraftien. En vrai, c'est d'ailleurs même le mot peut-être devient suranné en fait, puisque dès qu'on parle de quelque chose qui s'oriente vers la folie ou vers les méandres des horreurs cosmiques, en fait, on dira que c'est Lovecraftien. D'ailleurs, pas de tentacules dans cet album, ou quasiment pas. Oui, il y a une évocation de tentacules quand même. Puis il y a des gros bras de méduse, on va dire, mais il n'y a pas vraiment de tentacules en tant que tel. Donc, quelle a été cette dernière journée? Un bouquin qui parle plus, qui parle pas tant du coup de la cosmogonie en fait de Lovecraft et de son mythe, mais plutôt vraiment de la personne qu'il était, et de voir en fait la personne qu'il est et l'impact qu'il va avoir en tant que créateur sur le reste de la culture par des personnes qu'il a rencontrées ou qui sont en fait un peu ses descendants culturels. Donc vraiment une forme de voyage, pas forcément initiatique, enfin voilà, c'est parce que le voyage a été fait, mais peut-être de rappeler en fait divers aspects du personnage, divers aspects de cet être humain, et dans un album du coup aux compositions complètement hallucinées, sur lequel Jakub, voilà, il a expérimenté en fait entre les peintures, les collages, le dessin. C'est très expérimenté. Et voilà, donc c'est très très expérimental, c'est très beau. Ça faut le dire. Magnifique. Et c'est dense, et clairement, enfin je sais que moi je l'ai lu deux fois avant d'interviewer les auteurs. Et c'est tellement dense en fait, et c'est tellement impressionnant dans sa richesse aussi, que tu dis faut le relire une troisième ou une quatrième fois avant d'oser
en coucher quelques mots sur le papier. Enfin, moi, je trouve que c'est un bouquin qui est intimidant, tu vois. C'est une bande dessinée Je suis assez d'accord avec ça. Qui est assez intimidant, où tu dis comment est-ce d'ailleurs, même pour le podcast, tu vois, de se dire comment est-ce que tu en parles et tu en dis quelque chose de pertinent par rapport à ce que t'as l'impression vraiment que la BD est par rapport, on va dire, à la production originale. C'est pas une histoire, à mon avis, c'est pas quelque chose de d'hyper accessible. Tu vois, c'est pas pourtant on connaît tous Lovecraft plus ou moins. Sans déconner. On en a tous peut-être lu avant ou pas, mais est-ce que quelqu'un qui n'a jamais touché à Lovecraft peut vraiment aborder cet album? Moi, je suis vraiment pas convaincu. Bah voilà, t'as le point de vue d'un néophyte aujourd'hui, ça tombe bien. Oui, bah voilà, parce que et même moi qui en ai lu, j'en ai bouffé pas mal, et je suis pas un expert non plus, mais j'estime que je suis quand même un peu plus que simple qui en lit de temps à autre, tu vois. J'ai quand même les 3 intégrales bouquins chez moi. Mais c'est vrai qu'en lisant, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de choses que je connaissais pas. Je pense pas que ce soit forcément le but de l'ouvrage, mais il y a clairement des choses que j'ai apprises. Et ça m'a donné par contre envie d'aller fouiller tout un pan de sa bibliographie que j'ai pas lu, notamment ses correspondances, pour aller aussi en fait découvrir l'homme qu'il était par sa correspondance épistolaire en fait. C'est-à-dire que clairement Romuald a fait un travail où il explique vraiment que c'est aussi que en fait ses œuvres ont compté, mais que c'est aussi parce qu'il a écrit énormément de lettres, puisqu'à l'époque on pouvait pas s'envoyer des mails et des DM sur Twitter. Donc vraiment c'est comme ça qu'il échangeait avec les gens. Enfin voilà, ça donne un portrait du coup qui est hyper riche, passionnant. Et je trouve que le rapport aussi du gars misanthrope qui voulait disparaître et qui est persuadé que de toute façon la création que tout est vain, que c'était d'un point de vue très nihiliste, et de le voir se confronter en fait à ces personnes qui vont dire mais en fait tu ne disparaîtras pas, tu pourras pas disparaître, et quelque part c'est même l'auteur, enfin je connais pas je suis pas dans la tête de Romuald, mais que l'auteur lui-même en fait lègue en fait quelque chose qui en faisant cette BD dans le but de ne pas disparaître par rapport au fait que lui finira effectivement par s'en aller un jour. Donc voilà, c'est peut-être confus. Je sais pas si je sais pas si j'ai été très clair dans ce que je disais, mais je trouve que c'est une BD sur laquelle en tout cas il y a énormément de choses à dire, à explorer, et qui en plus sur le plan graphique est ouf quoi. Mais de toute façon, moi je le savais dès les premières pages qui nous avaient été montrées, avec les décors complètement mystifiés dans cette teinte rouge, où les arbres, les feuilles des arbres deviennent presque des nuages, ou des poussières d'étoiles. Enfin, il y a vraiment une recherche qui est incroyable, d'avoir ce côté des personnages donc qui basculent plus ou moins dans le réel en fonction des pages, en fonction de leur étape dans leur voyage. Il y a c'est la maîtrise des couleurs aussi, elle est vraiment vraiment incroyable. Donc non, vraiment très très grande BD, et faudra y réfléchir pour pouvoir en parler de façon plus ordonnée plus tard. Corentin. Oui. Est-ce que toi, vu que tu m'as laissé parler là comme un idiot tout seul. C'est agréable de t'écouter parler aussi. Les gens aiment bien, ils en reviennent chaque semaine pour ça. Hein. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah moi justement, je ne suis pas un Lovecraftien convaincu, converti. Je dirais que si le projet, comment formuler ça? Bon, déjà c'est une BD qui fait très 404. Hein. C'est une BD qui fait très Nicolas Bougeron. Si vous connaissez un peu l'animal, effectivement, c'est compliqué de pas voir la main créatrice dans ce que les artistes ont pu se proposer, suggérer. Donc c'est curieux, c'est effectivement assez dense, assez touffu, et c'est un travail de passionné. Je pense, tu vois, c'est un peu l'exact inverse de ce qu'avait pu faire, par exemple, Johannes Farr quand il avait fait le film sur Gainsbourg, où son objectif à lui, c'était de revenir à l'artiste, au parolier, au musicien et tout. Là où en fait la société s'était plutôt souvenue de l'humain et de ses dégueulasseries et de son côté pervers et tout. Là c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que l'objectif c'est de revenir à qui était Howard Phillips Lovecraft, plus que l'écrivain, plus que l'écrivain, oui et non, plus que le mythe de Lovecraft, le misanthrope, de Lovecraft le raciste, sans forcément échapper au problème, parce que le problème est là et il l'affronte de visu. Mais c'est plus, qu'est-ce que on fait de cette figure qui est compliquée à manœuvrer? Qu'est-ce qu'on fait de ce mec qui a tant écrit, tant composé, trouvé un dialogue, un langage aussi particulier? Qu'est-ce qu'on fait de ses continuateurs? Il y a je dirais pas des tacles, mais il y a des présences fantomatiques qui sont là pour dire que Lovecraft a eu un impact et a été repris par des gens qui n'ont peut-être pas compris
ce que lui essayait de dire ou de faire. Et ça, c'est plutôt intéressant. Dans l'ensemble, ceci étant, pour te répondre, est-ce que c'est accessible à quelqu'un qui ne se serait pas intéressé à l'humain Lovecraft, mais seulement à son œuvre, ou même pas à son œuvre du tout? La réponse, évidemment, c'est non. Je sais pas exactement. J'avais lu un article sur Comic Stories qui disait justement que l'album arrivait à parler à d'autres gens que à ceux qui connaissaient Lovecraft. Et je suis pas d'accord avec ça du tout. Enfin, à mon sens, vraiment, il faut quand même avoir une base, même une base solide, si on veut aborder ça autrement que comme un pur plaisir de lecture. Après, à la décharge de quelqu'un qui connaîtrait pas et qui est quand même intéressé par l'album, parce qu'il est fort probable que juste en passant devant, de toute façon, vous avez quand même Howard qui vous toise du regard et vous aurez quand même envie de dire, ah putain, j'ai envie de dire, le truc, c'est quand même assez hypnotisant. T'as une postface de François Bon, qui est un auteur qui est expert, qui je trouve est vachement bien. Parce que la théorie explique quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de scènes, en fait, qui trouvent un sens si tu les avais pas forcément comprises immédiatement. Et je trouve que voilà, t'as quand même un ensemble, d'un accompagnement sur la fin qui te permet quand même de recontextualiser un petit peu, de t'apporter des éléments qui te permettront d'y voir plus clair. Même dans les recherches. T'es pas complètement perdu. Dans les recherches de Yacoub où il t'explique qui est le personnage qui vient le voir au début. Ouais. Parce que moi, j'avais pas compris du tout, par exemple. Mais, enfin, c'est curieux parce que je pense que si ça avait été sur un auteur que je connaissais un peu mieux, enfin, je connais un peu Lovecraft, attention, j'ai quand même, voilà, j'ai écouté des chroniques sur lui, des podcasts sur lui, j'ai lu beaucoup de BD qui sont inspirés par son œuvre, évidemment, comme Providence, par exemple, ou tout le cycle mourien sur Lovecraft, qui est évoqué, hein, ça existe là-dedans, et c'est pas inintéressant du tout, en fait, parce que, justement, je pense que si on est vraiment un admirateur de l'écriture de Lovecraft, plus que de ses thèmes fondateurs qui vont être les grands anciens, il y a effectivement des choses à redire sur la façon dont son œuvre a été reprise en main. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas Mignola dans l'album, pour être tout à fait honnête, parce que c'est souvent une porte d'entrée qui est assez commune, conventionnelle, et qui est aussi peut-être la version la plus grand public de l'œuvre de Lovecraft. C'est-à-dire que dans les BD de Mignola qui sont basés sur Lovecraft, il y a très peu de place laissée à la santé mentale. Par contre, il y a un travail de copiste et d'imitateur des thèmes comme l'exil vers le Grand Nord pour aller chercher le squelette enterré d'un grand ancien, la contemplation qui fait perdre le point de vue, etc., etc. Donc voilà, je suis assez étonné qu'il y ait ce truc-là, où j'avais même deviné des trucs dans l'album quand on a vu Nico ici. Mais dans l'ensemble, voilà, moi, si tu veux, j'ai envie de retenir quand même plutôt le travail graphique, pour ne rien vous cacher, parce que déjà, j'aime beaucoup les comics en peinture. Là, il y a carrément des trucs que vous pouvez reconnaître si vous avez lu, par exemple, Batman Night Cries de Scott Hampton, ou tout le travail de Mark Chiarello, qui est un excellent artiste peintre en comics, qui avait fait Batman Houdini, d'ailleurs, c'est peut-être... voilà, d'où la référence. Il y a même des techniques de peinture qui font très Anki-Bilal dans les surimpressions de nappes de blanc, comme des espèces de petits feux follets sur des cases qui sont autrement plus descendues. L'utilisation des bleus et des gris qui est assez merveilleuse aussi. On sent que Yacoub Rebelka est un fan de Moebius. Hein, c'est pas une découverte, mais voilà, c'est là aussi. Il y a un travail qui est exceptionnel sur la présentation des visages, qui parfois touche justement des trucs qu'on peut voir dans le présent avec des Martin Simmons, par exemple, ou des Nanderka, enfin tous les élèves de McKinney Sienkiewicz, grosso modo, où un visage humain va être dessiné d'une façon à interpréter une transformation, interpréter une réalité au-delà du physique, et en fait un passage vers une autre dimension, un passage vers un autre monde de l'horreur, et qui en fait n'est pas une horreur qui est là pour effrayer, mais qui est une horreur pour faire vivre ce que ressent le personnage à un moment T. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais on peut voir le visage de Lovecraft qui se décompose, qui se déforme. Déjà, c'est textuellement intéressant parce qu'en fait, on essaye de retrouver le fantôme de Lovecraft dans cette BD. Un petit peu comme quand Ron essayait de retrouver la vérité historique de Ghost Story. Short Story. Là, il y a un travail de recomposition qui est vraiment, on va essayer vraiment d'invoquer le fantôme, en fait, pour le mettre en face de ses contradictions, pour le mettre en face de ses souvenirs, et pour autoriser cette discussion entre le lecteur du présent, qui n'a peut-être pas compris qui était Lovecraft, et donc, on va recréer un personnage qui va être ce qu'on peut trouver de plus proche de Lovecraft, mais comme on peut pas le faire parce que Lovecraft est mort, hein, ça vous a pas échappé, d'où le nom de l'album d'ailleurs, on va quand même le dessiner d'une façon qui justement évoque une présence fantomatique, évoque quelque part aussi un monstre, peut-être pour essayer de cerner le monstre à l'ombre de l'humain, ou l'humain à la place du monstre. On va aussi essayer de recréer une partie de son imaginaire graphique. C'est là que je suis désolé les gars, non, évidemment, il y a une tentacule dans cet album, et elle est tout à fait là pour évoquer aussi ce que voyait Lovecraft dans sa littérature de fiction pulp,
dans sa science-fiction, dans la mythologie des grands anciens, de Yog-Sothoth et compagnie. Et c'est un hommage qui est très, enfin, je sais pas, j'ai pas écouté, le podcast que t'as fait avec, avec Jakub Rebelka et Giu Livo. Romuald Giulivo. Pardon, Giu Livo. Mais clairement, enfin, pour moi, il y a quand même, chez Rebelka, une envie aussi de jouer avec cette horreur de l'indicible, cette horreur de la non-représentation, parce que normalement, tu peux pas dessiner Lovecraft parce que c'est indessinable, et c'est pour ça, justement, que seuls des artistes très minimalistes comme Mignola vont le faire dans les contours et vont le faire dans la pénombre, et y arrivent le mieux. Là, quelque part, c'est pareil. Enfin, genre, les pages d'ouverture, c'est de l'horreur de l'indicible. C'est de l'horreur qui prend forme, mais qu'on ne distingue pas. Tu vois, qui a pas des contours définis, qui est encore en mouvement au moment où tu la regardes. Avec ces nappes de rouge qui ressemblent à des espèces de globules qui forment des structures imprécises. C'est très agréable à l'œil, hein, attention. Il y a tout un voyage spirituel, justement, dans le fait d'affronter la mort, d'aller au regard de la mort, d'aller au regard de son propre héritage, et du moment où en fait tu renonces à tout. Dans les dernières pages notamment, qui sont beaucoup plus grises et beaucoup plus spirituelles, où on voit une silhouette qui traverse justement des paysages neigeux, venteux, pareil, très peu définis. C'est très beau justement le chemin que tu fais quand ton âme se prépare au précipice. Mais dans l'ensemble, voilà, bon, là je dis des trucs, j'ai apprécié la lecture, mais je sais pas trop quoi en faire en fait. C'est-à-dire que moi je ne suis pas un Lovecraftien, encore une fois. Pour être très honnête, la vie personnelle de Lovecraft ne m'intéresse pas plus que ça. Savoir si ça a été un bon ou un mauvais mari, je m'en contrefous. Savoir s'il était proche avec Robert E. Howard et tout. Moi, là, en fait, je connais ce qu'il faut connaître sur lui. Ce qui m'intéresse, c'est où est-ce qu'il a été chercher tout ça. Et en fait, là, cette BD, je trouve, élude un peu le problème, parce qu'elle te dit qu'il les a cherchés dans un sens philosophique, c'est-à-dire ça a son rapport au cosmique, son rapport à la non-importance du bien et du mal, ou des considérations humaines par rapport à ce que nous sommes dans le grand tout, c'est-à-dire rien du tout. Ça, c'est intéressant, mais derrière, en fait, tout ce qui est plus personnel, tout ce qui est sur sa vie, sa correspondance, moi, j'avoue que ça m'a pas tant donné envie que ça de m'y mettre, tu vois. Ça m'a plus donné l'impression, en fait, que les auteurs eux-mêmes étaient des gros passionnés, et quelque part, j'adorerais en discuter avec eux pour qu'ils me parlent et qu'ils m'expliquent pourquoi c'est génial. Mais là, dans cet album, j'ai plus vraiment l'impression, d'un travail de gros fans, d'énormes fans, et qui cherchent, à rendre hommage à un mec qui les captive. N'étant pas du coup très familier de mecs en question, je ne peux qu'apprécier le dessin et l'approche et la construction. On sent que c'est beaucoup de travail, on sent que c'est énormément de travail, à la fois dans l'écriture et dans les planches, et on sent vraiment cette recherche qui est toujours assez fascinante d'ailleurs chez les auteurs, c'est de côté et s'il était à côté de moi, qu'est-ce que je lui dirais? Et du coup, je vais essayer de prendre tous les bouts que je peux faire, de tout lire, de tout digérer, de me mettre dans sa tête et de le faire parler. Comme on pu le faire des mecs comme justement Alan Moore dans Promethea, où t'as des mêmes un même rapport à Aleister Crowley par exemple, où il va faire en sorte de recréer un personnage qui va parler comme Aleister Crowley avec les bouts que lui il en a, mais il va quand même te dire ceci n'est pas réel, ceci n'est pas le vrai Aleister Crowley, c'est juste de la fiction. Donc voilà, alors comme tu dis, ça fait un gros gloubi-boulga de conséquences là à écouter. Je sais pas si c'est très clair. Mais dans l'ensemble, voilà, ça reste en tout cas un bel objet. La fabrication est merveilleuse et on sent que 404 s'est buté par rapport à ce truc-là. On voit même le Tekelili en dessous du prix, qui est l'espèce de cri qu'on entend dans les montagnes hallucinées. Il s'amuse en fait sur tous les détails, parce que même quand tu à chaque fois les ours et tout, à chaque fois c'est personnalisé, c'est jamais quelque chose de standardisé, c'est vraiment à chaque fois il se fait. C'est parce que c'est les parties chiantes des albums, un peu rébarbatives, donc autant s'amuser dessus aussi en fait. Ouais, voilà. Après je pense à des mecs comme Nikolaevich ou même Bastos quelque part, enfin tous ces grands passionnés de Lovecraft qui eux vont dévorer ça comme une bible exceptionnelle. Peut-être si vous aviez prévu de vous mettre à lire du Lovecraft, lisez ce que vous pouvez lire et ensuite allez acheter ce truc-là, parce qu'à mon sens découvrir sans avoir la moindre connaissance de qui était le gars ou de ce qu'il a fait d'important pour la culture de l'horreur, pour la littérature américaine du XXe siècle, c'est peut-être un peu du gâchis. Et donc c'est disponible chez 404 Comics pour la somme de 24,95 € en librairie un petit peu partout, et apparemment ça marche plutôt bien, il y a un bon accueil au niveau libraire, et c'est important, et ça permet surtout à 404 Comics de passer sa barrière comics qui est dans l'intitulé, quoi. Donc et juste pour dire, c'est quand même assez proche de ce qu'avait fait Rebelka enfin pas graphiquement, mais de ce qu'avait fait Rebelka sur Judas, qui arrive l'année prochaine. C'est un peu la même chose, c'est une reconstitution de ce qui a pu se passer, de comment est-ce qu'on va essayer de donner une parole à un mec qui était un peu
le trou du cul de l'histoire, on va dire. Et paradoxalement, même graphiquement, je trouve que ça ressemble un petit peu. C'est dans la même veine que ce que peut faire Lisandro Esteren, à la fois sur Nightmare Country et sur Apparition dans le ciel de Berlin-Est. Dans ce côté, enfin, on voit effectivement qu'il y a un directeur de collection qui a des goûts particuliers sur le graphique et sur la mise en image. Donc, au moins pour l'expérience graphique, franchement, essayez au moins de lui donner son truc, quoi. Yes. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Cette phrase n'a aucun sens. C'est pas grave, c'est pas la Feuilletez-le. C'est pas la première Feuilletez-le, fois. c'est beau. Voilà pourquoi je me fais chier à faire des phrases Oui, compliquées. non, mais après, c'est un album qui, voilà. Faut pas juger un bouquin à sa couverture, mais c'est vrai que quand il te toise, quand tu arrives en librairie, qu'il est en train de te regarder comme ça, je pense que t'es un peu attiré par lui. Ce que je disais avant. Des yeux très mignolesques, je trouve d'ailleurs. Ouais, mais c'est hypnotique, hein, vraiment, c'est ce que je disais avant. Allez, on termine ce Back Issues avec un autre, alors pour le coup, retour aux États-Unis. Retour vraiment à du comics pur et dur. Jeff Lemire, Les Éphémères, le premier tome sur 2, la dernière publication, ce qui est donc sorti chez Futuropolis. Futuropolis qui est un éditeur qui a l'habitude de sortir beaucoup des travaux que Jeff Lemire fait en tant qu'auteur complet, c'est-à-dire qu'il s'occupe à la fois du dessin et du scénario. Donc chez eux, on a pu retrouver notamment Essex County, qui est quand même un peu sa première œuvre majeure. On a retrouvé The Nobody, qui était une adaptation, enfin une revisite du mythe de l'homme invisible chez Vertigo avant qu'ils se mettent à faire Sweet Tooth. Et depuis, notamment, on avait eu le Labyrinthe inachevé. Absolument. Et ils ont fait aussi Winter Road, je crois. Ouais, Winter Road. Et il en manque un, c'est pas grave. Enfin, ils ont fait Plutona aussi, mais là, c'est pas lui qui dessine, c'est Amy Lennox. C'est super bien, lisez Plutona. Et le dernier qui manque, c'est celui du scaphandrier, là. Enfin, le mec qui explore oui, qui a un nom trop bizarre par rapport à la VO. C'est Soudeur sous-marin, un truc comme ça. Joseph. C'est pas Joseph, Soudeur sous-marin? Ouais, c'est son prénom, peu importe. Joseph Leder? Ouais. Un truc comme ça. Bref. Donc, du coup, voilà. Alors, de quoi ça parle? Ça parle, en fait, alors, au départ, le projet. Jack Joseph. Soudeur sous-marin. Le projet, au départ, était de faire une histoire criminelle, en fait. C'est ce qu'il avait expliqué. Il avait eu cette vision d'un crime qui aurait évoqué justement ce que peuvent faire Andrew Baker et Sean Phillips de leur côté. Donc, un roman graphique qui aurait une portée criminelle. Et puis, dans ces œuvres-là, en fait, que Jeff Lemire dessine, souvent, il va chercher des souvenirs de sa propre jeunesse. J'étais assez content, d'ailleurs. Vous l'avez pas encore entendu, mais on a fait une interview de Lemire pour justement accompagner la sortie de l'album. Je trouve qu'il s'est plutôt ouvert à des trucs que généralement il ne dit pas en interview, par rapport justement à pourquoi est-ce que lui, en fait, qu'est-ce qui fait que lui va décider de dessiner ou pas cette histoire. Donc il explique que généralement il a conscience des forces et faiblesses et des talents et des trucs qu'il peut pousser avec tel ou tel dessinateur, et donc ça s'applique aussi à lui. Et il sait que quand lui décide de dessiner une histoire, c'est parce qu'il va chercher un truc plus personnel, parce qu'il va chercher un truc plus canadien aussi, c'est un truc qui est assez important dans son œuvre. Et au Canada, effectivement, il y a ce phénomène régulier où des éphémères, donc des espèces de sauterelles qui ne vivent pas très longtemps, apparaissent. Des grosses mouches. Voilà. Apparaissent à une saison particulière. Et ne sont pas en fait faites pour survivre très longtemps, parce que comme elles vont crever directement, elles ont même pas les moyens de se nourrir. Elles apparaissent, elles remplissent l'espace, et puis elles meurent. Et donc ce truc-là, qui doit être assez particulier à voir, un peu comme une plaie biblique, tu vois, ça lui a donné envie en fait de creuser ce thème pour trouver des réponses un peu assez marrantes, parce qu'effectivement c'est un truc qui est agréable graphiquement, mais qu'est-ce que t'en fais derrière? Ce qu'il en fait lui, c'est que un mec va commettre un meurtre, va être ensuite, je suis obligé de vous spoiler parce que c'est tout le principe de l'album, va être recouvert par ses sauterelles, enfin par ses trucs, et va devenir lui-même une sorte de mouche géante qui va aller se réfugier dans le moulin d'une petite fille qui vit dans une grange. Ouais. Voilà, dans une grange, voilà. Sachant que le monstre en question apparaît sur la couverture, donc c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. Et la petite fille en question aussi. Et va se développer une amitié entre les deux. Voilà, ça c'est la base du scénario. Arnaud? Oui. Non, c'est encore à moi de parler, putain, merde. Toujours. Bah attends, moi je t'avais vu quand j'ai tenu l'agent avant. Là. Et alors? c'est ton métier, merde. Bon alors voilà, c'est bien foutu, c'est agréable à lire. On voit aussi comment Lemire commence un petit moment maintenant, mais appréhende le travail du dessin, notamment au niveau de l'expressivité. Il fait des trucs avec des personnages très expressifs. Ouais. Il arrive un peu à varier de son esthétique habituelle par de petits détails, notamment au niveau du personnage du flic, notamment, où il met un truc plus américain, plus polarisant, enfin, plus polar, plutôt, parce que polarisant, ça veut pas dire ça. Ouais. Avec une enquête, avec effectivement un truc qui fait plus criminel, et qui fait un gros mélange, en fait, dans ce qu'il a déjà pu faire dans Essex County. On reconnaît vraiment des trucs, genre la scène de l'envol, qui ressemble beaucoup à la première page de Essex County, où
le héros essaie de s'envoler comme un super-héros, avec ces grandes plaines canadiennes justement qui sont dans cette zone rurale de l'Ontario, avec aussi ce rapport au monstre qui est pas tout à fait inédit dans la biblio de Lemire, qu'on a pu déjà voir dans Animal Man, à différents endroits de sa bibliographie chez DC, ce côté qu'est-ce que tu fais avec la rédemption, qu'est-ce que tu fais avec le pardon, et avec ce personnage qui en fait Sweet Tooth aussi, Sweet Tooth évidemment, qui a envie de se racheter après avoir fait un truc qui était pas bien, quoi. Et l'innocence de l'enfant, l'innocence que cette jeune fille qui est une exclue, une paria, qui vit à la marge, qui est pas aimée par son père, qui est pas aimée par ses camarades de classe, qui est la freak de service. Et ça, c'est un truc qui court dans toute la bibliographie de Jeff Lemire. Donc, comme d'hab, en fait, moi, c'est là que je manque un peu de choses à dire, c'est que c'est très Jeff Lemire, et quelque part, même si lui-même commence enfin à l'admettre, il y a une sorte de petite répétitivité qui s'installe au fur et à mesure du temps, dans le sens où on a déjà vu ce personnage féminin qui est frappé par le deuil, dans The Nobody notamment, et qui va être attiré par une figure d'étranger qui se trouve être un monstre, comme dans The Nobody. On va avoir ce propos justement sur la ruralité, où ces gens coupés des grandes villes qui peuvent paraître, une fois installés dans leur microcosme et leur certitude, pour assez cruels, pour justement assez violents, coupés de leurs émotions, etc. Ce qu'on a pu voir dans Sex County. Et ce rapport aux couleurs aussi, par exemple, effectivement, là, il réutilise le rouge qu'il avait beaucoup utilisé dans le Labyrinthe inachevé, qui était une façon justement assez intéressante de varier la formule. Le Labyrinthe inachevé, je trouvais que c'était un peu différent, parce qu'il y avait ce rapport au découpage et la mise en scène du labyrinthe lui-même, qui lui permettait de faire un truc assez expérimental en termes d'utilisation de l'espace sur la page et tout. Là, on revient à un Jeff Lemire plus classique, qui fait un truc qui est assez touchant. Enfin, genre, les scènes de dialogue entre le monstre et la jeune fille sont très touchantes. L'espèce de renversement qui arrive au milieu de l'album est très agréable aussi. Ce rapport à l'étrangeté que représentent les éphémères eux-mêmes, c'est très bien foutu. Il y a une violence dès le début du tome qui quand même t'installe l'idée qu'on est plus proche d'un rapport à la cruauté à la Sweet Tooth. Mais derrière, moi, je m'arrive pas à m'enlever de la tête l'impression que j'ai un peu déjà lu ça. Oui, puisque même quand tu parlais de Essex County, enfin cette façon de survoler les paysages aussi pour installer des pauses en fait dans les récits, d'avoir un peu ces sortes d'ellipses, enfin pas du coup c'est pas des ellipses parce qu'elles sont montrées, mais d'avoir vraiment en fait juste ces petites phases de repos sur l'avancée du récit, on se concentre juste sur le décor, mais comme le ferait un film en fait, tu sais, parfois ou juste pour marquer un temps d'arrêt entre deux scènes importantes en fait, tu fais de la corde à sauter. Hein? Tu fais de la corde à sauter, tu jettes des pommes en l'air et tu te téléportes pour les rattraper. Non, ça c'est dans les films nuls. Mais tu filmes un décor en fait, tu filmes un truc ou un détail ou tu filmeras un oiseau pour signifier le temps qui passe, ce genre de choses là. En fait, il le fait vraiment et c'est vrai qu'il l'avait déjà dès Sex Corny en fait, il l'avait déjà cette corbeau, façon. Hein, ce truc là. Oui, bah en plus c'était long hein. Parfois les scènes de vol complètement. Et c'est vrai que ce côté, on s'intéresse à deux outcasts, deux parias qui se rabibochent ensemble, au-delà même de la biographie de Jeff Lemire. C'est une figure de la littérature fantastique aussi assez classique en fait, tu vois, même j'ai envie de dire même moi je sais pas pourquoi ça me rappelle moi un film que j'avais vu quand j'étais gamin qui s'appelait Mon ami Joe, où c'est un gamin qui devient ami avec un gorille, donc c'est pas non plus un monstre mais ça reste un animal et tout ça, très bien ce film. Mais et en fait moi ça me rappelle ça en fait, vraiment ce côté de l'histoire d'amitié entre le géant de fer aussi oui voilà part. De façon plus classique, mais E.T. tout à voilà, c'est complètement E.T. Bah oui, non mais il y a de ça de toute façon, c'est E.T. crosse la mouche voilà. Oui, voilà, bah c'est vrai que c'est quand même plus Cronenbergien, il expliquait pour le design avec l'œil humain qui reste malgré tout pour justement rappeler que c'est un être humain et pas juste un monstre gentil. Puis qui a fait un truc qui est horrible et donc t'as ce côté un peu kafkaïen aussi de l'homme cafard et tout. Donc bah, c'est bien branlé, moi je te dis c'est toujours comme dans beaucoup de Jeff Lemire la recherche de la douceur dans un monde qui est très froid. C'est-à-dire que c'est un monde qui, justement, te laisse peu de place si tu ne corresponds pas exactement à la norme. En fait, si tu sors un peu du lot, si t'as quelque chose, si t'es frappé par le deuil, par exemple. C'est souvent ça, en fait, le personnage de Jeff Lemire, c'est des gens qui sont frappés par le deuil d'un membre de leur famille et qui, en fait, du coup, ne se sentent plus à leur place dans la société et qui vont par le voyage, par la rencontre d'une autre personne. Remplir un vide. Ou par l'imagination, il y a souvent de ça aussi. Remplir un vide, et là, c'est exactement ce truc-là. C'est bien fichu, c'est bien dessiné. C'est bien rythmé. Moi, j'ai quand même, un sentiment de déjà vu mécanique parce que c'est un artiste qui a des thèmes, en fait, qui a une obsession et que sa bibliographie est articulée autour d'un grand thème. Là, ce qui va changer, effectivement, c'est, déjà, par exemple, on a l'image d'un père qui est plus violent. C'est pas si fréquent, en fait, ça. En général, justement, souvent, les pères chez Jeff Lemire sont de grands paumés qui arrivent pas à trouver la façon de dialoguer avec
avec leurs gamins, comme justement dans Nobody, comme dans Access County, comme dans toutes ces putains de BD, comme dans Sweet Tooth, où c'est l'histoire d'un gamin qui se retrouve sans son père. Là, l'image justement du père violent, c'est peut-être ça participe à la brutalité générale du récit et à ce besoin de s'échapper en fait. Et là après, du coup, on rentrerait dans des considérations qui seraient trop psychologiques, sachant que déjà nous, il nous a dit des trucs par rapport à tout ça et c'est plutôt cool. Moi, voilà, si vous aimez ce pan de sa bibliographie, et je pense que c'est peut-être pas forcément nous et notre public qui seraient les meilleurs avocats. Justement, c'est que si par contre vous n'avez jamais lu de Jeff Lemire, c'est idéal pour rentrer dans son univers. C'est très accessible. C'est quand même très différent si vous avez aimé son Green Arrow, son Inman Malade et compagnie. Ah oui, non mais si vous avez jamais lu Jeff Lemire en tant qu'auteur complet, je veux dire, ça reste une très bonne porte d'entrée. Et le fait est que ce soit maintenant une œuvre sur laquelle justement il a quand même digéré pas mal de ses thématiques et de sa façon d'écrire, que son dessin s'est affiné, que maintenant il est vachement à l'aise aussi avec son traitement des couleurs en aquarelle, tout ça. Fait que c'est par exemple beaucoup plus accessible peut-être qu'un Access County. Et pour le coup un peu plus joyeux aussi parce que Access County, ouais, non, si vous allez pas bien, ne lisez pas le tome 2 d'Access County parce que il est terrible. Si vous avez des pensées morbides ou un rapport compliqué avec votre famille, vraiment ne lisez pas le tome 2 d'Access County. Le tome 1 à la limite. Mais de toute façon, il est que en un seul tome chez Futuropolis. Très bien. Mais lisez, c'est super bien par contre, mais effectivement. C'est super bien, mais c'est pas facile, quoi. C'est quand on vous dit brutalité, on vous dit pas juste des mecs qui se mettent des pains, ils ont une brutalité émotionnelle. Il y a un truc par rapport à la solitude qui peut être très, très, très froid, quoi. Ouais, non, c'est vraiment super bien. La solitude, c'est vraiment une souffrance, et il te la dessine et il te la met en image comme une souffrance. Donc voilà, après encore une fois, justement, alors pour finir juste attends. Ça aussi justement il le reconnaît lui-même, ça parle à un lectorat qui est pas forcément un lectorat comics. Ça a plus, à mon sens, sa place dans un rayon franco-belge, ça déjà pour commencer. Dans le rayon roman graphique. Voilà, rayon roman graphique. C'est plus exigeant. Le fameux. C'est pas du dessin mainstream du tout, vraiment du tout, et même c'est plus, je dirais pas ardu, mais c'est encore plus sec dans le coup de crayon que Sweet Tooth par exemple, qui a l'avantage de la couleur, qui a Villarubia, qui a ce côté Walking Dead, ce côté La Route et compagnie. Là on est vraiment plus dans un truc qui fait graphique mémoire à fond de balle, et du coup est-ce que vous êtes le public pour ça, c'est à vous de voir. Soyez ouverts d'esprit, hein, évidemment. Pour moi il y a un chemin à faire pour accéder à cette partie-là de Jeff Lemire qui serait déjà de lire Sweet Tooth, même avant ça, Descender, Sweet Tooth, Plutona, et après vous pouvez commencer gentiment à vous diriger vers The Nobody, qui comme c'est l'homme invisible aborde des codes de fiction qui sont quand même très perméables, et ensuite après vous pouvez mais pour moi il faudrait limite finir ce voyage là par Access County et Lost Dog, parce que c'est vraiment ça te met des patates dans le cerveau, quoi. C'est marrant parce que moi je trouve que le monde il est triste, t'entends. Ouais, mais celui-là, je le trouve plutôt accessible, et justement, sur une tonalité assez légère. La conclusion, elle est quand même vachement, elle est joyeuse, on va dire, elle est porteuse d'espoir, on va dire. Je suis d'ailleurs assez curieux, parce que par rapport à la VO, par contre, on n'est pas du tout fixé, parce que c'est pas sorti, en fait. Là, c'est un album qui a de l'avance par rapport à la sortie américaine. Ça, c'est quand même plutôt chouette, ce que fait Futuropolis là-dessus. Et qui est même différent de ce qu'il avait pu faire sur Substack. Ouais, parce qu'il a remanié des planches, par rapport à au premier chapitre qu'il avait sorti sur Substack, à la base. Donc, la plateforme de newsletter, par abonnement. Et donc sur la suite, en fait, on sait absolument pas, on n'a pas de vision sur le tournant que ça prendra dans le second tome, mais du coup c'est quand même intéressant de le voir. Enfin, on voit quand même pourquoi ça se coupe à ce moment-là, parce qu'il y a il y a forcément une scission avec ce que sera l'histoire par la suite, quelle qu'elle soit. Mais donc voilà, c'est plutôt entraînant, et moi je trouve que c'est pas forcément un mal de commencer par là, du moment que vous avez déjà un petit peu lu de comics indé, en fait, c'est pas, tu vois. Mais ouais, j'entends ton point de vue. Voilà, et donc on en a terminé avec ce Back Issues. On vous rappelle qu'il y a des petits liens de commande chez Comic Zone en général sur les albums dont on parle, si vous voulez soutenir cette boutique et en même temps le podcast par la suite. Mais sinon, pour nous soutenir, c'est très simple, il suffit de partager les podcasts sur vos réseaux sociaux. Et ensuite, si vous reste des sous après avoir acheté plein de BD, vous pouvez également nous soutenir sur Tipeee. Sur ce, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut Lulu.